Bienvenue dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site forum consacré au western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un 5e podcast avec 2 invités qui vont nous emmener à l'ouest dans des lieux de tournage de western. Pour cette chevauchée, nous serons accompagnés de Art et Yosemite. Bonsoir Marc, alias Art. Bonsoir. Que nous connaissons du 1er et 3e podcast. Et bonsoir à Lionel, alias Yosemite. Bonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez visionner nos 4 précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et des plateformes en ligne telles qu'Apple et Podcast Addict. Au programme ce soir, notre 3e lieu de tournage, après avoir parlé des Alabama Hills et de la ville de Kanab. Ce soir, Yosemite nous emmène dans un lieu de tournage essentiel. Donc nous allons passer à moins 86. Alors moins 86, on n'est pas en train de parler de température, nous allons y revenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure nous nous sommes quittés sur Yellow Sky, William Wellman, avec des fugitifs qui étaient en train de fuir le site d'Alabama Hills. Et toujours dans Yellow Sky, donc quelques scènes plus tard, nous les retrouvons après, et ils ont bien galopé puisqu'ils arrivent dans un désert où il fait très chaud. C'est ce qu'on voit sur les illustrations. Et c'est donc le suspense que je suis en train de ménager. Certains auront déjà levé, auront déjà tout démonté, je suis sûr. Pour ce qui est de la localisation, je me contenterai de citer la localité de Furnace Creek, qui est le nom d'un fort qui a donné le titre à un film. Je ne sais pas si le fort a réellement existé. En revanche, le fort de Furnace Creek n'est absolument pas le lieu vers lequel nous nous dirigeons actuellement. Une petite illustration de la route. C'était toujours au volant de ma Chevrolet, qui avait des pneus lissés d'ailleurs. Et Furnace Creek, je vous parlais de 86, de moins 86, nous allons y arriver. C'est situé en Californie. Nous sommes toujours en Californie. Sauf que nous étions à 1640 mètres d'altitude tout à l'heure, et là nous sommes déjà à 58 mètres au-dessous du niveau de la mer. Et encore 30 mètres au-dessus de Badwater, qui est à moins 86, donc nous y voilà. Alors Furnace Creek, pour le décrire rapidement, c'est une population de, on va dire, une vingtaine de personnes, avec malgré tout un centre administratif du parc national, puisqu'elle est située dans un parc national, terrain de camping, des hôtels tout confort, un office de tourisme, une station d'essence, un golf, je suis pas joueur, mais voilà, une piscine, un supermarché, des restaurants, dont un assez chicot d'ailleurs, une plantation de dattiers, un bar, et un aérodrome. On a tout ce qu'il faut. C'est tout droit sur le GPS. Et ce parc national dans lequel est situé Furnace Creek, c'est, je pense que certains d'entre vous l'auront largement deviné, il s'agit de la Death Valley. Pour situer un peu la Death Valley, en fait, nous sommes à présent à une centaine de miles à l'est de Lompagne. Par la route, c'est 169 km. Et nous sommes donc dans un parc national, comme je le disais, qui est à peu près 100 fois, qui représente à peu près 100 fois la taille d'Alabama Hills, puisqu'il fait 13 000 km². Globalement, 13 000 km², c'est la surface de l'île de France. Et c'est donc ici que se trouve le point le plus bas des USA, Badwater, dont on parlait tout à l'heure. Et je peux vous assurer que quand on va à Badwater, on n'a quand même pas l'impression que la zone donne l'effet d'être immédiatement inondable. Alors, comme tout à l'heure pour Alabama Hills, l'origine du nom, bon, c'est plus parlant, Death Valley. Et là aussi, on retrouve des prospecteurs, parce qu'il y avait des prospecteurs dans cet endroit, et c'est eux qui ont donné ce nom de Death Valley, de vallée de la mort, en raison tout simplement des températures et des conditions météo qui y règnent. Pour mémoire, peut-être le savez-vous, la température la plus élevée enregistrée sur Terre a été le 10 juillet 1913 à Furnace Creek, justement, avec 56,7 degrés. Donc le terme de Death Valley, ça vient assez facilement à l'esprit. Et c'est le président Hoover, en 1933, qui a officialisé ce nom d'une façon définitive. Il n'a jamais été remis en question.
Donc quand j'y suis allé, là, j'avais pris quelques photos de thermomètre et un tableau de correspondance. Globalement, on a vu plus 50 degrés, avec les effets que je vous révélerai tout à l'heure, un peu après, quand je vous livrerai mes impressions. En termes d'apparition au cinéma, là aussi, c'est un chiffre que j'ai essayé de sortir d'IMDb en faisant quelques requêtes. Alors, on a moins de films qui sont tournés, 187 films, dont 37 westerns. Et il y a quelque chose qui est quand même assez amusant à constater, c'est que sur ce lieu qui porte un nom inspirant la mort, évoquant la mort même, il est quand même amusant de constater que 2 westerns y développent le thème de la vie. Et je pense à Westward Woman, où on assiste à un accouchement au beau milieu du désert. Et également, il vous viendra sans doute à l'esprit, Three Godfather, dans lequel un des 3 fugitifs y meurt, mais après avoir préservé le bébé qu'il portait dans ses bras. Et ce lieu, il convoque régulièrement une grande partie de l'imaginaire chez les réalisateurs. Je pense ici à la poursuite, la folle poursuite de Gideon dans Seraphim Falls. C'est un film que j'aime beaucoup. Une poursuite qui commence, et j'évoquais les transitions de lieu avec Boutiqueur, on peut l'évoquer ici également. Un film qui commence dans les plages montagneux et glacées et enneigées des Ruby Mountains pour se terminer dans la Death Valley. Je ne sais pas si vous vous souvenez des apparitions spectaculaires dans la Death Valley avec des traits fantasmatiques de Madame Louise Fer et sa carriole qui a un peu tout dans sa carriole. Elle est capable de donner un médicament qui soigne d'à peu près tout. Elle est capable de donner une balle, elle est capable de donner un revolver. Et on ne sait pas d'où elle sort, mais il est clair qu'elle inspire malgré tout un personnage mortel. En tout cas, s'il y a une constante dans les apparitions de ce lieu, dans les westerns tout du moins, c'est qu'il est quand même exploité pour ce qu'il est, un endroit où il fait chaud, où l'on a soif, et bien sûr qui est dangereux, ce qui n'est pas usurpé, je peux vous le dire. On le voit apparaître dans Quel est le traître, on le voit apparaître dans Les Professionnels, avec Claudia Cardinal, avec une belle illustration de Claudia Cardinal en train de boire une gourde. Mais voilà, je précise que le danger réside dans le manque d'eau. Prière de ne pas se laisser distraire par la beauté plastique que Brooks a dû aussi mettre en valeur. Et pour finir, en fait, qu'il s'agisse de western ou non, il est aussi intéressant de constater qu'il existe un bon nombre de films, en fait, dont le titre reprend le nom de Death Valley. Alors, j'ai trouvé The Rider of Death Valley. J'ai trouvé Death Valley. J'ai trouvé Death Valley Scott is Mine. Et contrairement à Alabama Hills, le nom est connu, évocateur et exploité pour ce qu'il peut considérer, en fait, pour ce qu'il évoque, pour ce qu'il est. Et je crois que là, c'est vraiment l'héritage de la décision du président Hoover. On n'aura jamais un film, à ma connaissance, il n'y en a pas, qui s'appelle Lone Pine ou Alabama Hills. Et pour tourner un peu autour du lieu, j'évoquerai bien sûr le film de Zabriskie Point, avec l'illustration qui est quelque chose d'absolument magnifique pour ceux qui auront peut-être qui ont la chance d'y être allés ou qui pourront y aller, c'est quelque chose d'absolument inoubliable. Soleil levant ou soleil couchant à Zabriskie Point. En termes de description, et là je vais un peu mêler mes sentiments personnels, puisque c'est pareil, c'est un endroit où j'ai pu séjourner. Je pense que ce serait quand même abusé de considérer que Death Valley est un endroit fait pour le cinéma. D'abord parce qu'il y règne une température qui ne rend pas l'endroit très hospitalier. Puis n'oublions pas qu'il s'agit d'un parc national et que les accès ne sont pas aussi libres qu'Alabama Hills. Et puis bien entendu, comme évoqué un peu avant avec Marc, on n'y trouve pas la même variété de paysages. Dans Death Valley, les paysages apparaissent moins immédiatement variés. Et c'est marrant, ça me rappelle un peu ce que tu disais, Marc, tout à l'heure sur Canab. La diversité de Death Valley se situe dans des détails, dans des endroits tels que Artist Palette, Zabriskie Point, Badwater, qui sont vraiment une étrangeté, douée d'une splendeur à part entière. Mais à l'échelle du site, je rappelle, qui est plus grand que l'Île-de-France, c'est minuscule, c'est minuscule. Et donc c'est quand même compliqué d'organiser une poursuite en diligence ou une partie de cache-cache qui nous amène d'un endroit à un autre, surtout si vous la faites en été par 50 degrés.
Et quelques impressions personnelles. Alors, j'ai été très marqué, très très marqué par ce lieu. Des impressions un peu anecdotiques, mais voilà, qui font partie des souvenirs. La plus étrange peut-être est que quand nous y étions, c'était en 2008, il a plu. Il a plu et l'eau s'évapore en fait. C'est une espèce de pluie sèche qui tombe. C'est assez curieux, c'est quelque chose d'assez étonnant. J'ai l'impression qu'il tombe plus de la vapeur d'eau que de l'eau. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai eu chaud aux yeux. Quelque chose d'assez inattendu. C'est quand même un rappel aussi que l'eau, c'est la vie. Que vous êtes dans la Death Valley, pour aller à Zabriskie Point, vous garez la voiture, vous montez sur un promontoire, vous faites 100, 200, 300 mètres, pas plus. Il est impossible d'y aller, enfin moi pour ma part, il m'était impossible d'y aller sans me munir d'une gourde d'eau. Vous faites 50 mètres, vous avez soif. Et vous ne suez jamais. Et un constat un petit peu plus philosophique que ça m'évoque, en fait, c'est que malgré toutes ces températures, malgré ces conditions qui paraissent si défavorables, l'être humain cherche la vie à peu près partout dans l'univers, accessible à l'œil. Et ici sur Terre, elle est partout. Même dans des endroits qui peuvent paraître inhospitaliers au possible, nous sommes sur une planète où la vie fourmille. Fourmille, elle est partout. On avait pris quelques photos de roadrunners, de cas rouges à épaulettes. Des petites taches rouges, là. Petites taches rouges, c'est pour impressionner. Et quand j'étais là-bas, je me souviens, j'avais hésité à acheter un livre, je l'avais pas acheté. Bon, c'était en anglais, c'était peut-être un peu ardu pour mon niveau d'anglais, mais c'était le livre d'un mineur, en fait, le type qui avait travaillé avec beaucoup de mines là-bas. Il y avait une illustration d'ailleurs d'un train. C'est une photo que j'avais prise moi-même, ce train, mais qu'on trouve sur Internet assez facilement. Et c'était les mémoires d'un mineur, 25 ans dans la Death Valley. Alors, inutile de vous dire qu'il doit attendre la retraite et peut-être pas pour aller voir le lac Powell. Et je vous parlais des impressions, en fait, c'était, je crois que de tous les sites où je suis passé aux États-Unis, bon, modestement, je n'ai pas fait beaucoup, hein, il y a une impression de beauté absolument unique. Quelque chose de puissant, des sensations extrêmement fortes. Je pense que c'est en termes de sensations, c'est l'endroit qui a surpassé toutes mes autres visites dans l'Ouest. Et pourtant, il y a des endroits très magnifiques, Mountain Valley ou Bryce Canyon, en fait, tous ces endroits qu'on connaît. Je sais pas, la Death Valley, il y a quelque chose d'absolument unique, absolument unique. Et pour finir sur mes impressions, que nous étions à Furnace Creek, il faisait 50, je me rappelle. Il y avait une buanderie. Et dans la buanderie, il y avait des sèche-linges. Il y avait des sèche-linges qui fonctionnaient. 50 degrés dehors, on fait sécher le linge dans des sèche-linges. Faut aimer ça quand même. Pour faire un petit peu la boucle, je voulais renouer avec une illustration du début, issue de la Yellow Sky, de la ville abandonnée. Et nous retrouvons nos fugitifs. Alors, je vous rappelle qu'ils sont partis d'Alabama Hills. Ils ont traversé la Death Valley, ce qui est tout à fait de leur honneur, parce que ça ne va pas être facile. Et dans le film, après la traversée de la Death Valley, ils arrivent à un petit patelin, une maison perdue d'ailleurs. Et en fait, ils sont à Alabama Hills à nouveau. C'est assez rigolo de suivre ce périple imaginaire quand on regarde le film. Voilà ce que je voulais évoquer sur la Death Valley, un lieu qui m'a vraiment ému, vraiment bouleversé. C'est bouleversant quand même, hein, cette sécheresse, c'est oppressant quand même, et c'est beau en même temps. Et c'est assez émouvant de voir la photo des oiseaux qui vont dans les flaques d'eau, alors qu'on sait qu'on est dans un endroit les plus chauds du monde. C'est assez magnifique, quoi. C'est des choses comme ça qui nous font aimer la terre, aimer la nature. Enfin, ça va au-delà du cinéma et du western. C'est émouvant même. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est ça qui m'avait ému, cette puissance évocatrice de ce qu'est la vie, de ce à quoi ça tient. Ça tient à une flaque d'eau et des oiseaux qui sont quand même des oiseaux de belle taille, qui vont s'y baigner, se laver et boire. C'est quelque chose de très très étonnant. Oui, et puis ça fait réfléchir, c'est bien. Il y a un endroit que j'évoque pas là, mais qui est un endroit assez étonnant aussi.
où il y a des gros blocs de pierre. Quand je dis blocs de pierre, c'est pas les monuments, c'est pas les blocs monumentaux là que tu évoquais dans le Canada, mais c'est des blocs de pierre de vingtaine de kilos qui se déplacent. On ne sait pas pourquoi. En fait, ils se déplacent, ils laissent une traînée derrière eux dans le sable et ils ont des traînées derrière de 10, 20 mètres. Alors je crois qu'ils avaient trouvé à peu près pourquoi ils se déplaçaient, mais c'est quelque chose d'assez qui reste un peu mystérieux et un peu unique. Pourquoi ces blocs se déplacent-ils? Enfin, ça peut pas être le vent qui pousse un bloc de 20 kilos ou 30 kilos. Donc il y a une espèce de magie dans ce lieu. C'est quelque chose de constamment étonnant. Constamment étonnant. Non, c'est vraiment beau. Je vais me contenter là encore d'évoquer quelques souvenirs, parce que c'est un endroit que je ne connais pas non plus, Death Valley. Bon, je voulais pas en parler, mais ça m'est revenu en entendant. Il y a un film, c'est toujours pareil, la fascination des Européens pour l'Amérique, les États-Unis. Il y a un film d'Antonioni qui s'appelle Zabriskie Point, qui a été tourné dans les années 60 à Death Valley. Enfin, je crois que c'est la fin qui se passe à Death Valley. J'ai dû le voir, mais j'en ai pas un grand souvenir. Puis on est loin du western. Pour Death Valley, j'ai réfléchi aussi à ce que j'avais vu comme film, quels souvenirs cinématographiques j'avais, et un peu paradoxalement, je me suis souvenu, et je les ai vus d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, de façon c'est un peu une coïncidence, des 2 épisodes du feuilleton Twilight Zone, la zone du crépuscule qu'on a traduit chez nous par la 4e dimension. Et il y a 2 épisodes dans la première saison qui ont été tournés à Death Valley et remarquablement tournés et vraiment très très bons épisodes. Enfin, souvent les scénarios des épisodes de la 4e dimension étaient très bons. Hein. C'était des histoires souvent de Richard Matheson ou de Charles Beaumont. Enfin, c'était souvent bien. Alors, il y a un de ces 2 épisodes qui s'appelle The Lonely, qui a été tourné, d'après ce que j'ai vu, parce que maintenant on peut avoir des infos, à Desolation Canyon. Et The Lonely, alors ça se passe sur une planète. Ça va bien, parce que Death Valley, ça pourrait être une planète autre que la Terre. Et effectivement, c'est un homme qui est tout seul, The Lonely, sur la planète, qui surveille, qui fait des observations. Et comme il est tout seul, un jour, on lui amène un robot pour lui tenir compagnie. Et c'est une très belle femme. Et c'est un robot. Donc voilà, c'est un épisode de la 4e dimension. L'histoire est intéressante. Hein, c'est un peu Blade Runner avant l'heure. Quoique bon, sur le plan budget, à mon avis, au maximum, le budget de l'épisode, ça devait correspondre au budget post-café de Blade Runner, peut-être même pas. Donc bon, c'est fait avec peu de moyens. C'est un épisode qui a été réalisé par Jack Snight, qui a fait des films après, qui est devenu un metteur en scène de ciné, comme beaucoup de réalisateurs de la 4e dimension. L'acteur principal, c'est Jack Warden, qui était assez connu aussi. Et bon, il y a une très belle musique pour ceux qui s'intéressent aux musiques de films ou d'épisodes télé. Il y a une musique de Bernard Herrmann dans cet épisode, une musique originale qui est extraordinaire. C'est très bien filmé. C'est filmé dans Death Valley, complètement en extérieur. Hein. Ils n'ont pas dû rigoler parce qu'ils ont dû s'abriter pendant le tournage, mais il n'y a pas d'abri. Alors bon, faut savoir que les épisodes de la 4e dimension, ils étaient tournés en 3-4 jours. Hein. Donc s'ils sont restés 3-4 jours, ça a été peut-être long, mais ils ont pu tenir le coup. Et vraiment, Death Valley est très bien filmé. Il y a beaucoup de panoramiques pour une série avec des petits moyens comme ça. C'est plutôt bien fait, c'est même assez bien fait. Alors j'ai trouvé un autre épisode qui s'appelle I Saw an Arrow in the Sky, une flèche dans le ciel, qui a été aussi tournée à Death Valley. Alors là, c'est peut-être encore plus spectaculaire parce que c'est l'histoire de cosmonautes. Alors c'est les cosmonautes de l'époque, hein, on dirait qui font du trekking, mais bon, ce sont des cosmonautes qui arrivent sur une planète et qui essayent de survivre. Et bon, c'est un peu comme dans The Shooting, ils se dressent les uns contre les autres et ils se détruisent au lieu de survivre.
Et là aussi, on voit très très bien Death Valley. C'est bien filmé. Il y a peu de moyens, mais ils sont bien utilisés. Donc là, c'est encore un grand metteur en scène, un futur grand metteur en scène. C'est une réalisation de Stuart Rosenberg, le futur metteur en scène de Luc la main froide avec Paul Newman. Dans les acteurs, ils sont pas très connus, mais il y en a un qui est un peu connu, c'est Dewey Martin. Si tu te souviens, il avait le second rôle dans The Big Sky de Hawks avec Kirk Douglas. Enfin, peut-être le second, le troisième. Enfin, c'est le copain de Kirk Douglas dans The Big Sky. Bon, un acteur qui a peu fait une carrière extraordinaire, mais bon, on se souvient de lui là-dedans. Et bon, il est dans cet épisode. Voilà. Ce ne sont pas des films, c'est un feuilleton, mais c'est très très bien filmé. Hein. C'est la première saison. C'est la plus réussie à mon avis. Ils n'avaient pas grand-chose, ils ont bien exploité leurs moyens et on voit très très bien Death Valley. Vraiment, c'est impressionnant. Même. Alors, ça m'a rappelé aussi une autre séquence d'un film. C'est pas un film, c'est la dernière séquence. Alors, je parlais encore des metteurs en scène européens. C'est la dernière séquence du film de Eric von Strahem de 1924 qui s'appelle Grid, donc Les Rapaces. Un film maudit, un film mythique. On a dit qu'il y avait une version qui faisait 8 heures, qui avait été complètement cisaillée par la Metro-Goldwyn-Mayer. Et c'était Irving Thalberg qui l'avait ramené à 3 ou 4 heures. Et la dernière séquence des Rapaces, c'est dans la vallée de la mort, dans Death Valley. Alors bon, le film, c'est un drame naturaliste, hein, c'est pas du tout un western. C'est tiré d'un roman d'un grand écrivain américain qui s'appelle Frank Norris, qui est un romancier un peu naturaliste. On dit que c'est le Zola américain. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Backtig, le nom du personnage principal. Et bon, qui a été traduit en France. Hein, moi, je l'ai en français, donc c'est vrai, ça fait penser à Zola, mais pas dans la dernière partie, même dans le dernier quart d'heure, qui est tourné à Monument de Vallée, pas à Monument de Vallée, pardon, à Death Valley. Et en fait, c'est très très bien filmé aussi. C'est aussi très dramatique, hein, parce on voit sur la photo. C'est à la fin de l'histoire, qui est assez longue et assez compliquée, il y a deux types qui se haïssent, qui se détestent, qui veulent s'entretuer. Et finalement, au milieu de la vallée de la mort, il y a un combat. Il y en a un qui tue l'autre. Hein, c'est Mactig, le héros de l'histoire, qui est comment dire, qui est le personnage principal. Il n'est pas reluisant, mais c'est le personnage principal. Et donc, il réussit à tuer sa némésis. Ils sont au milieu de la vallée de la mort, mais manque de chance pour lui, son adversaire s'est enchaîné à lui avec une paire de menottes et il n'y a pas la clé. Il ne peut pas trouver la clé. Et le film se termine dans la vallée de la mort avec un des personnages morts et l'autre enchaîné à l'homme qui vient de tuer, mais il est épuisé, il peut plus marcher, il est obligé de se traîner, il traîne un cadavre et ça se termine comme ça. Alors cette séquence, elle aurait pris, mais alors là c'est au conditionnel, bon c'est un film qui a 100 ans, hein. Donc les témoigner, je n'ai plus personne pour témoigner, il y a que des écrits. Il semblerait qu'ils aient tourné 10 jours pour une séquence de 10 minutes, un quart d'heure, dans la vallée de la mort. Et c'était dans des conditions épouvantables. En 1924, à mon avis, ça devait être assez compliqué. Von Stroheim était un type pas commode, comme quelques autres de ces metteurs en scène qui venaient d'Europe de l'Est, hein, sans préjuger de leur talent. Il paraît que c'était des types assez durs, hein, comme Michael Curtis, comme Otto Preminger. Von Stroheim, c'était le même cas. Et il paraît que les acteurs en pouvaient plus, le détester et voulaient même sa peau, voulaient même le tuer. Alors bon, il y a sûrement une part de légende, mais c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, dès 1924, on avait tourné dans la vallée de la mort, on avait tourné ce qui est encore considéré comme un chef-d'œuvre, un film, encore une fois, muet, mais qu'on trouve en France, qui était édité en France, et qu'on trouve toujours, et donc qui était tourné dans cet endroit. Donc voilà les films auxquels je pense.
sachant que c'est aussi un site, la vallée de la mort, je veux dire, c'est un fantasme. Hein. C'est comme tous ces grands films de ces régions qu'on a vus, qu'on a admirés, qu'on voudrait mieux connaître. Ça fait travailler l'imagination. Et ça fait travailler l'imagination des metteurs en scène avant de faire travailler celle des spectateurs et des téléspectateurs, on les voit à la télévision. Donc voilà ce que je pourrais dire sur la vallée de la mort, encore un endroit à découvrir et qui est assez émouvant finalement, d'après ce que tu as montré. Absolument. Je l'ai pas cité là dans le fil de la discussion parce que c'est pas un western. Il y a une scène qui se passe également dans la vallée de la mort, dans un film de Terrence Malick qui est L'Arbre de vie. Je ne l'ai pas vu. Et alors, c'est encore assez amusant de constater que l'Arbre de vie, vallée de la mort. Tout à fait. Il y a quelque chose de prégnant là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment puissant dans ce lieu. D'ailleurs, l'enchaînement que tu as évoqué entre les deux personnes, oui. Ce serait pas la même chose si c'était au bord du lac Powell, quoi, tu vois. Ah bah ça c'est sûr. Voilà. C'est là-bas que ça doit être fait. Absolument. Ah oui, l'endroit est magnifique. Hein. Alors, il faudrait que je relise le livre, là, la dernière séquence du livre, que je retrouve déjà, et pour voir. Alors, je sais que ça finit dramatiquement, mais je ne sais pas si c'est dans ce contexte ou si c'est l'adaptation qui a mis la fin du film dans la vallée de la mort. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est une œuvre puissante. Hein. C'est une œuvre puissante. Ce 3e chapitre de notre 5e podcast était consacré à la Death Valley. Au cours des précédents chapitres, nous avons parlé des Alabama Hills et de Kanab. Vous pouvez réécouter les précédents chapitres sur notre page westernmovies.fr. Ne manquez pas nos 2 prochains chapitres sur 2 lieux de tournage. D'ici là, merci de votre écoute, très bonne soirée et vive le western.